Nous en parlions au début de ce journal. Un tsunami peut-il un jour toucher la côte méditerranéenne? Sommes-nous dans une région à risque? Que faire en cas d'alerte? Nous parlons de tout ça avec mon invité. Bonsoir Frédéric Léon. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur en gestion des risques et des tsunamis à l'université de Montpellier. Alors aujourd'hui, sur tout le pourtour méditerranéen, également à Montpellier, on a eu cet exercice d'alerte à la population, alerte au tsunami. Est-ce qu'il y a un réel risque ici de tsunami ou est-ce qu'il s'agit juste de quelque chose de théorique? Effectivement, il s'agissait de rappeler que le risque existe. C'est un risque qui est relativement mineur, mais face à un tsunami, on peut s'attendre à des effets majeurs. Donc en termes de fréquence, c'est vrai qu'on n'est pas soumis à un phénomène très fréquent, mais on peut avoir des effets importants. Et l'histoire nous a montré que la côte avait déjà été frappée par des tsunamis. Il y a combien de temps? Alors en 1887, en février 1887, c'est un tsunami d'origine sismique qui a pris naissance donc dans la mer Ligure. Et puis en 79, on a également eu un tsunami qui est venu toucher Antibes notamment, à l'occasion d'un glissement sous-marin. Donc c'est un risque qui est connu dans la région, mais qui était un petit peu, on va dire, oublié, et que des grands événements, comme ce qui s'est passé en 2004 en Indonésie, ou ce qui s'est passé au Japon en 2011, justement, on parle de ont réveillé ce risque aussi pour la région, risque qui est bien là, et vis-à-vis duquel on peut se protéger, ce qui est intéressant. Et est-ce qu'on parle de ce même niveau? Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations géologiques, et donc je pense qu'il faut dédramatiser. Et l'image qu'on a du tsunami, effectivement, sont de grandes vagues de plusieurs mètres d'eau. C'est pas du tout le phénomène qui est attendu ici. Ici, on attend plutôt, d'après les modélisations, un tsunami de 1 à 2 mètres d'amplitude au niveau de la côte. Mais il ne faut pas voir que la hauteur de l'eau, il faut également voir la vitesse du courant qui est très élevée. Donc, même face à un phénomène de moyenne amplitude, il faut bien voir que les effets seront là et qu'on peut s'en protéger. Alors vous dites dédramatiser, c'est-à-dire? Alors déjà parce que c'est un risque qui peut se gérer en termes de mise en protection des populations. Et ça repose beaucoup sur l'évacuation, qui est une parade efficace. Les grands événements ont montré que les gens qui évacuent à temps pouvaient échapper à ce phénomène. Mais pour évacuer, il faut être entraîné, préparé. Et il faut également que le territoire soit balisé. Il faut savoir où aller, jusqu'à quelle hauteur. Et c'est tout l'enjeu de la prévention que de mobiliser, et bien sûr, la population, de l'associer à des exercices. Alors nous sommes en ligne avec Christophe Larocque, chercheur au laboratoire GéoAzur, laboratoire Terre, Mer et Océan à Sophia Antipolis. Bonsoir et merci beaucoup d'intervenir avec nous ce soir. Christophe Larocque, comment est-ce qu'on peut anticiper un tsunami ? Alors, on peut anticiper les conséquences d'un tsunami. On ne peut pas anticiper le phénomène lui-même, puisque, comme mon précédent collègue là vient de le dire, les grands tsunamis sont liés au phénomène sismique et on ne sait pas à l'heure actuelle prévoir les tremblements de terre. Par contre, ce que l'on sait faire, c'est analyser la situation de la zone, détecter les failles qui peuvent produire ces séismes, regarder les événements historiques et les analyser le plus précisément possible, en particulier l'événement de 1887 qui a été le séisme le plus fort connu dans la région et qui a produit un tsunami parce que son épicentre était en mer, et à partir de là, construire des scénarios de ce qui pourrait raisonnablement se passer dans le futur. Est-ce que la région est à risque? On dit que cette région niçoise, même près de Monaco, ici, il y a beaucoup de risques. Alors, il y a un risque. Le risque, on le mesure à peu près correctement maintenant en tenant compte, encore une fois, de l'histoire. Et les scénarios sur lesquels nous travaillons sont ceux de la répétition d'un séisme équivalent à celui de 1887 ou un petit peu plus fort, en le transportant le long de la zone de faille sur laquelle nous avons travaillé, qui, grosso modo, est en mer et qui va de Savone jusqu'à Cannes, à peu près.
Donc le risque, il existe. Il ne faut pas non plus effectivement le dramatiser. C'est-à-dire que la probabilité de survenue d'un très gros séisme comme celui de 1887, elle est faible. Cette probabilité, néanmoins, on ne sait pas la quantifier dans le temps, on ne sait pas quand ça se passera. Et on sait que si un événement comme celui-là arrive, il aura des conséquences très importantes, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Donc le risque est à prendre en compte, même si, encore une fois, il ne faut pas dramatiser les choses. Donc Frédéric Léon, comment se protéger face à ce risque? Franchement, c'est très intéressant. Je rebondis sur les propos de mon collègue parce que de ces scénarios qui sont construits donc, par les géosciences, nous, géographes, on les utilise pour dimensionner donc, des plans d'évacuation. Donc il faut bien voir que sur l'ensemble du littoral du sud de la France, on a à peu près en pic de fréquentation au niveau des plages près de 800 000 personnes hein, sur un 15 août, ça a été compté. Et donc vis-à-vis de cette exposition, hein, puisque ce sont les gens les plus vulnérables en cas de tsunami, on a été amené à définir donc une zone à évacuer, qui est une zone de 0 à 5 mètres d'altitude. Et au-delà, on va chercher des sites refuges que l'on va cartographier. Une fois que ces documents préparatoires sont établis, ils vont servir de support aux autorités communales, locales, pour construire donc des exercices d'évacuation. Et pour évacuer dans de bonnes conditions, il faut marquer le territoire, comme l'a fait Cannes dernièrement. Et je dois souligner que c'était une démarche assez exemplaire, une démarche de prévention globale hein, qui va de l'alerte jusqu'à l'évacuation et des exercices, qui peut être récompensée aussi au niveau international par l'UNESCO. Est-ce qu'il faut penser l'aménagement du territoire également ? Bien entendu, il faut fluidifier l'évacuation, donc il faut réfléchir aux sorties de plage, au panotage, hein, au balisage. On peut aussi aller un peu plus loin parfois sur des aménagements un peu plus lourds, hein, d'accueil des personnes sur des sites refuges. Mais on est vraiment sur la recherche d'itinéraires optimaux depuis les plages vers des sites refuges qui sont au-dessus de 10 mètres d'altitude. Ça suffit pour être en protection dans nos régions. Alors on vit régulièrement des secousses, ici, des petites secousses qui n'ont pas forcément d'impact. Elles ne font pas beaucoup de dégâts. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, ces secousses font partie de la vie normale et naturelle de la Terre. Elles sont là aussi pour nous rappeler effectivement qu'on vit dans des zones à risque, modérées mais à risque. Il faut les interpréter comme tout simplement des phénomènes tout à fait naturels et tout à fait normaux. Et il faut aussi en profiter peut-être à ces occasions-là pour rappeler un peu que le risque est là, que les consciences doivent quand même être activées pour maintenir ce niveau de préparation et surtout évoquer, ce qui est nouveau quand même maintenant, qu'un séisme peut être suivi d'un tsunami vis-à-vis duquel on peut se protéger. Alors, on sait construire parasismique, mais vis-à-vis des tsunamis, on est plutôt dans une démarche d'évacuation, donc vraiment de sensibilisation. Christophe Larocque, j'ai une dernière question pour vous. On a ces images en tête en Islande, voilà, de séismes avec des gros dégâts sur les routes, des éruptions volcaniques. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur notre région ? Alors non, ce qui se passe en Islande est totalement indépendant. La Terre est une planète qui est dynamique, qui se déforme, qui produit des volcans en certains endroits. Il n'y a pas une interdépendance systématique de toutes ces zones. Donc ce qui se passe en Islande est indépendant de ce qui se passe sur la côte méditerranéenne, que ce soit en Italie ou en France. Par contre, l'Islande rappelle un élément extrêmement important qui est probablement difficile à intégrer dans nos régions où ces catastrophes naturelles sont fort heureusement pour nous assez rares, mais qu'on doit quand même avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. La technologie ne permet pas tout, on peut accommoder en partie les phénomènes naturels, mais il faut vraiment réfléchir quand on a des projets de construction, d'extension et autres, à composer avec ce que l'on connaît de la nature. Merci beaucoup Christophe Larocque d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci pour votre éclairage. Alors justement, Frédéric Léon, Christophe Larocque le disait il y a quelques instants, repenser, revoir l'aménagement, revoir les constructions, les extensions en mer. Monaco, 4 km de long, 500 mètres de large. Est-ce qu'il faut revoir l'aménagement ici? L'aménagement, on peut le revoir, du moins le penser résistant, hein, et résilient, donc ça on sait faire avec de la construction parasismique, mais vis-à-vis des aléas littoraux, notamment des tsunamis,
là, il faut effectivement penser l'évacuation dans le paysage, avec un mobilier urbain qui va favoriser les bonnes directions à prendre quand on doit s'éloigner du littoral. Donc c'est plutôt dans ce sens qu'on doit penser l'aménagement du littoral, si bien sûr on s'en tient à ce risque de tsunami qui a été rappelé aujourd'hui à l'occasion de cette alerte et de ce qui a été mis en place sur la région beaucoup. En termes de balisage et de certification Tsunami Ready UNESCO. Merci beaucoup Frédéric Léon d'être intervenu également ce soir sur le plateau de TV Monaco, professeur en gestion des risques et des tsunamis à l'Université de Montpellier. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce journal.